Salut à tous, j'espère que vous m'entendez bien. La vidéo était tombée. Salut à tous, salut. Salut à tous, j'espère que vous êtes prêts pour le pain. On va parler du pain. Ah, allez, la petite demande. Hello, Salut. bonsoir. Bonsoir. Ça Parce que va? j'avais oublié le livre, c'est pour ça. Ah! Bon, bah, le plus important, c'est pas les livres. Le plus C'est pas important, le c'est livre, déjà de se connaître parce qu'on s'est jamais connus. c'est Et j'ai ça. l'honneur d'être avec vous aussi ce soir. J'ai reçu le pain aujourd'hui. Ah, C'est pas génial. pour moi en plus, c'est pour les autres. Alors ils m'ont piqué mon pain. Il n'y a rien de plus beau que d'offrir ou de piquer le pain. Ah oui, c'est la meilleure des choses. Enchanté en tout cas. Ben enchanté. Il y a du monde. Alors, bon, déjà bonsoir à tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler du pain, mais on va parler de plein de choses. Je pense que alors j'ai vraiment bien lu le bouquin. J'ai fait des parallèles avec beaucoup de choses. On va parler un petit peu de l'histoire un peu du pain, de ce qui s'est fait, etc. Pourquoi le pain, du gluten un petit peu, du pain pan vivo. Oui. Donc d'où ça vient, comment ça a été créé aussi. Oui, il y aura un replay donc par rapport à ça et restez bien connectés. Je te laisse, Adriano, te présenter peut-être, parce que Oui, oui. l'accent italien en voyage. Hein. Alors, on voyage, moi aussi je voyage parce que j'ai fait des Oui, kilomètres pour en arriver là. C'est-à-dire que j'ai grandi sur la côte amalfitaine. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens dans l'audience ou même toi aussi qui ont visité. C'est la terre des citronniers, des orangers, du limoncello. C'est la terre aussi juste à côté où on a inventé deux choses fondamentales pour l'humanité, oui, la philosophie grecque et la mozzarella di bufala. oui. C'est très beau. Voilà. Et donc après, bon, j'ai la France est mon pays d'adoption. Je suis tombé amoureux de la langue française que je parle, hélas, toujours avec pas un petit, mais un gros accent. J'ai fait mon Erasmus à Strasbourg, ville magnifique. À l'époque, donc, j'ai fondé un journal sur Internet. Quand Internet, on regardait les emails une fois par semaine. C'était l'année 2000, ça existe toujours. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière de journaliste. J'ai par la suite travaillé au service étranger du Figaro. Je m'occupais aussi de la presse italienne sur Courrier International, un peu Radio France, etc. Et puis j'ai eu la chance de gagner une bourse de recherche à Stanford. Et donc je suis parti avec femme et enfants en Californie. Ça devait durer 9 mois et puis on a adoré et ça a duré 9 ans. À l'époque, j'habitais déjà à Paris, donc on a fait tout un déménagement transatlantique. J'ai monté une start-up à l'issue de ça parce qu'on a adoré. Et donc, pendant ces 9 années de Californie, j'ai revendu la start-up. Donc, c'était toujours dans les médias, dans la presse. Et là, le pain est arrivé à moi. Pourquoi? Parce que j'en avais un petit peu marre des écrans d'Internet. Et ça a commencé au départ, comme je pense beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui ont dû faire du pain à la maison, presque un exercice cathartique, c'est-à-dire quelque chose qui nous reconnectait avec les vivants. Vous Oui. voyez, cette sensation de verser de l'eau, un filet d'eau dans la farine. Alors après, toujours faut-il que ça soit une bonne farine. Vous sentez les arômes, vous sentez plein de choses. Oui. Et puis le levain naturel. Alors là, j'ai perdu la tête. Je suis tombé fou amoureux du levain La naturel. question, c'est combien de pain mangez-vous par jour? C'est ça la question. Ah, alors moi, je mange, on va dire, voilà, ça que pour moi. Non, je rigole. Mais au moins 300 grammes par jour. 300 grammes. D'accord. Ouais. On reparlera un petit peu par rapport au microbiote. J'ai mis une petite trame. Tu as vu le squelette? J'ai mis Oui, une petite trame. Je voulais vraiment prendre le temps tu vois, d'expliquer un peu la genèse parce qu'il y a il y aura un replay. Il y a beaucoup de scientifiques aussi qui me suivent. ouais, ouais. Euh,
Je détaillerai, on détaillera si vous avez des questions et si vous voulez qu'on refasse sur des éléments clés, vous nous dites aussi, c'est très important. Oui, Moi, c'est vrai que j'ai goûté ce pain-là, j'ai jamais goûté un pain aussi bon. merci. Vraiment, j'avais l'impression, parce que ma grand-mère faisait du pain, alors en Égypte plutôt, j'avais D'accord. l'impression que j'avais goûté, ouais, tu sais, on avait beaucoup de sarrasin, des choses comme ça, Ouais. des, on avait des céréales un peu différentes, et je retrouvais un peu, tu sais, le goût du russello, c'est ça, la farine de Sicile. Le Ruffalo, ouais, ouais, ouais. On trouve ce côté un peu qui est là, qui est un peu de noisette, c'est ça, un peu fort, non? Oui, oui, oui. Alors j'ai parlé une fois avec un sommelier qui m'a dit ton pain, le premier jour, ça sent la noix fraîche, le deuxième jour, la verveine, et le troisième jour, la cannelle, puis le pain d'épices. Enfin, les blés anciens, c'est ça. Et cette variété-là en particulier, je parlais de l'Égypte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Sicile a été le couloir de transmission Oui, entre plusieurs innovations oui, venant du pourtour sud de la Méditerranée, pas que le pain, pas que le blé, mais aussi le blé. Il y a eu plein d'autres. Et l'Égypte, alors j'en parle dans le livre, moi j'ai la niche la plus vieille du monde au musée d'égyptologie de Turin. oui, oui. Il y a vraiment un savoir sur le pain et ça voyage, c'est ça qui est intéressant. Et surtout, moi, on m'a répété, enfin, parce que j'ai lu le livre de Christian Rémézy, parce que j'ai fait un live avec lui, une vidéo avec lui, YouTube, parce qu'il travaille, il connaît Anthony Fardet, et j'ai fait un petit truc avec lui. Alors, déjà, dans ce parcours-là, donc vous avez le livre qui est disponible, il est important de le lire et aussi de faire des liens. Alors, moi, j'ai fait des liens un petit peu, tu vois, avec l'alphabet, la compta. Je voulais t'en parler si t'es intéressé. En fait, parce que je voulais te parler des têtes de taureau, tu sais, le A, c'est les têtes de taureau inversées, en fait, l'alphabet. Et voilà. Et en fait, le pain, il n'est pas né maintenant, il est né il y a 10 000, il y a 10 000 ans avant Jésus-Christ. Et tu parles beaucoup des Sumériens, Oui, les Sumériens qui faisaient déjà du pain. oui, Et nous, on nous dit que le pain, les céréales, tu sais, avec aujourd'hui l'ère en fait de ces problèmes métaboliques digestifs, on nous dit, oui, bah, tu sais, le pain existe que depuis 200 ans. Alors que non, ça fait déjà 10 000 ans que c'est déjà dans nos mœurs, ça a commencé avec l'avoine, je crois, et il y avait les oui, Sumériens au néolithique oui, qui faisaient du pain et qui avaient de la connaissance avec notamment l'énergie hydraulique, etc. Et, oui. euh, et Pour les moulins. déjà, ouais, qu'est-ce que tu penses tu fais que l'utilisation du pain par les Sumériens, déjà de base, ça a été utilisé en fait. Et on Oui, faisait de la oui. bière et la bière d'ailleurs était parce que avant de parler de l'âge de fer, il n'y avait pas de monnaie à l'époque des Bien Sumériens. sûr. Oui, dis-moi. Oui, oui, tout à fait. Alors, ce qui est très intéressant avec la bière, qui est donc, comme le vin d'ailleurs, ou le fromage, un autre produit noble de la fermentation, c'est que dans la langue des Sumériens, on appelait la bière sikaru. Sicard, oui. Et sikaru, ça veut dire pain liquide. Ouais. Parce que sans doute c'était quelqu'un qui un jour a dû oublier un bouilli de pain qui devait être très bon par ailleurs et qui à un moment donné a commencé à pourrir. et et c'est après ils l'ont bu, ils se sont dit ah bah tiens ça me fait des visions, ça me rend un peu joyeux, un peu gai. Et c'est comme ça que la bière est née. Et d'ailleurs, il faut dire que les Sumériens étaient très intelligents, notamment on en parlait de l'énergie hydraulique Ouais, pour coudre les farines, mais ils avaient déjà des connaissances, et tu sais, notamment dans le bouquin, que oui, au fur et à mesure en fait des tests et du pain qu'ils avaient, ils pouvaient changer, ils utilisaient des données pour un meilleur rendement. Ça veut dire oui, qu'ils savaient déjà comment faire. Donc on avait déjà cette agriculture-là, cette naissance du pain qui était déjà présente, qui oui. va au-delà simplement parce qu'on a le pain religieux, tu sais, qui a été écrit, mais on a le pain chez les Sumériens, chez le néolithique, qui était déjà présent. Tout à fait, tout à fait. C'était vraiment, disons, alors déjà pour moi, il y a, en Italie, il y a un petit réseau de panificateurs, donc de boulangers qui s'est constitué et ils ont fait un manifeste que moi j'ai adopté. Et le premier article de ce manifeste, c'est le pain est un produit agricole Oui, est un produit agricole. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moins de travail que dans une pomme, dans une poire, dans une tomate, que dans le pain de travail agricole.
il faut planifier, il faut compter, il faut observer. Alors certes, aujourd'hui, on a inventé la génétique moderne, donc on essaie de tout prévoir de A à Z, mais la sélection massale, celle qui a permis donc d'identifier des variétés de blé, des variétés anciennes, est vieille comme la nuit des temps, et d'ailleurs est intimement liée à l'histoire des grandes civilisations. C'est-à-dire que sans cette capacité à prévoir, à compter qui nous vient donc Oui. de l'agriculture, on ne se serait pas sédentarisé, on n'aurait pas fondé donc des sociétés organisées et on n'aurait pas fondé donc les grandes civilisations. Et d'ailleurs, pour la comptabilité, on sait que par exemple, Uruk, ça donnait Irak. C'est le berceau de la. C'est là où on payait la compta et on payait les impôts avec l'alcool. Parce qu'il faut Ah, comprendre que la monnaie, telle qu'on la connaît, c'est venu avec l'âge de fer. Donc, ouais, autant, par exemple, d'Ulysse, etc., ils n'avaient pas d'or, de pièces d'or, c'était la compta. Et quand on dit avoir oui, du blé, c'est avoir de l'argent parce qu'on bien sûr, payait, ouais, on payait bien sûr. le truc avec du blé. Et tu avais donc les Incas qui avaient la patate et payaient avec la patate. Et d'ailleurs, si tu coupais l'alcool chez les Sumériens, c'était de mort. Hein. Tu n'avais pas le droit de Ouais. couper l'alcool. Hein. Bien sûr. Et on voit que la compta, elle est née avec l'agriculture en même temps, parce Oui, qu'on devait compter. oui, Et tu avais en fait et d'ailleurs, les Incas, ils ont lyophilisé les patates pendant des années. Donc, c'est-à-dire que l'année qui suit, tu pouvais consommer des patates. Elles là je étaient ne savais lyophilisées. pas ça. Ouais, tu pouvais lyophiliser des patates chez les Incas parce qu'on disait que les Incas ne pouvaient pas. Ils ne faisaient pas de la comptabilité, mais s'ils le faisaient, d'ailleurs, ils le faisaient avec d'écrire en nœuds, right hand knock. En fait, ils avaient des nœuds, tu sais, pour compter, et même les aveugles Oui, pouvaient compter. oui, 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 oui. On pensait que les Incas ne pouvaient pas faire de la compta, mais les Incas vont faire de la compta. Et donc, du coup, ils avaient juste des petites, tu sais, des petites cordes comme ça Oui, et ils comptaient, en fait, comme ça. Donc, oui, la oui. compta, elle est née avec le blé, avec l'agriculture. Et, euh, et Et c'est vrai que d'ailleurs, d'ailleurs, pardon de te couper, tu as il y a quelques années, on a retrouvé sur les Alpes entre l'Autriche et l'Italie une momie d'il y a 5000 ans. En oui, fait, c'était un monsieur qui, le pauvre, avait été enseveli. On lui a donné le nom de Ötzi. Et aussi. alors, voilà, donc ce Tutsi, c'est hyper intéressant parce que c'est, on va dire, l'exemplaire de Homo sapiens le plus ancien, le mieux conservé. Et qu'est-ce qu'on a retrouvé dans sa poche? Il avait des grains de blé. Oui. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était la sémence était donc une façon très pratique finalement de stocker quelque chose qui avait de la valeur et c'était donc la monnaie. La monnaie. C'est... Non, mais de toute façon, voilà, le pain Et, là- est... et d'ailleurs, quand on voit l'alphabet comme elle est née avec la compta parce que quand tu vois, avant, ils payaient avec du blé et des têtes de Oui, taureau. Les ouais, têtes de taureau, ça a donné le A, en fait, c'est le A à l'envers, en fait, les têtes de taureau. ouais. Le Oui, B, c'est devenu la maison, tu vois. d'accord, Donc, en fait, d'accord. c'est devenu la compta. Les Incas comptaient avec les patates, il y avait l'alcool, il y avait le blé. Et par Ouais, exemple, quand tu dis avoir du pactole, c'est une rivière, tu sais, c'est une pactole qui contenait de l'or, en fait, une rivière qui contenait de l'or. Et quand tu dis avoir d'accord. du blé, est-ce que tu as du blé? Mais en fait, parce qu'avant, on payait avec du blé, donc c'est resté auprès de nos Oui, oui, traditions. oui, 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 Et c'est les ça. gens ont oublié la valeur du blé, en fait. C'est ça, c'est ça. Non, non, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. Après, voilà, on en vient aux questions aujourd'hui, le coût du blé, bah justement, c'est une question depuis les Sumériens qui est extrêmement courante, surtout avec la guerre en Ukraine. Voilà, c'est un autre sujet. Et d'ailleurs, ça a été, même quand tu disais que les blés étaient ils étaient offerts aux Égyptiens, donc aux dieux, le Oui, pain était offert aux dieux, etc. Donc on avait la partie plutôt agriculture, comptabilité, la oui, partie aussi qui était divine, même avant même Jésus-Christ, on parle de ça avant même Jésus-Christ, etc. C'était c'est ça. très divin, Oui, c'était extrêmement important. Et après, comme tu dis, même pour satisfaire les populations, ben, on avait du pain tout qui à était fait. présent. Ça fait partie de cette tradition-là. Aujourd'hui, dans le pain d'aujourd'hui, en fait, on a ce qu'on appelle du réductionnisme. C'est que on pense au pain, on pense au gluten. Tu vois, c'est automatique en fait. C'est ça, Et exactement. c'est un raccourci du réductionnisme, du fait qu'on ne pense pas à tout le travail et on va parler de quels sont les critères que tu utilises aussi, quelles sont les bases d'un Oui, bon oui, pain, oui, parce que c'est oui, oui. extrêmement important. Et il y avait plusieurs types de pain, notamment au Moyen-Âge. Il y avait le pain de cour, comme on dit, le pain de chevalier, le pain d'écuyer. Il y avait même le tranchoir, c'est un pain qui permettait, soi-disant, de transmettre les viandes. Et Ouais, on voit qu'il y a une distinction sociale entre le pain, par exemple, la baguette blanche qui est arrivée, oui, notamment oui, par les
il voulait le blanc avec des connotations divines. On retourne un peu à l'esprit créateur. Depuis longtemps. Depuis longtemps. C'est-à-dire que déjà, les Égyptiens ont commencé à tamiser la farine pour obtenir un pain plus blanc. Et c'était un symbole social, finalement. C'était les riches qui pouvaient se le permettre parce que les pauvres, ils n'avaient pas que ça à faire. Mais paradoxalement, les pauvres mangeaient mieux que les riches. Oui, et par contre, ils ont mis des impôts. Ils ont mis des impôts pour les pauvres parce qu'à un moment donné, quand ils voulaient éviter donc, les mortalités, le soulèvement aussi du peuple, on en va reparler de ce pain-là, parce qu'il faut comprendre que le pain qu'aujourd'hui qu'on a, on va l'expliquer plus tard avec Adriano, c'est que le pain qu'on a aujourd'hui, c'est pas le pain qu'on avait d'antan, sauf que quand vous mangez le pain d'Adriano, c'est comme le pain des Grecs, comme il explique, je crois, c'est ce qu'on retrouve, le pain d'un ancien temps. En fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc il y a ça. Après, nous, ce qu'on a fait, c'est que, pardon, je vais allumer. On a essayé d'allier le meilleur, on va dire, de la tradition avec le meilleur aussi de la science moderne, parce qu'on fait énormément d'analyses. C'est ce qu'on voit à la fin du livre. Et d'ailleurs, enfin, on voit la naissance du pain blanc, qui était plutôt une distinction sociale. Ça, c'est très important. Oui, tout à fait. Voilà, c'est plutôt. Alors, ils me disent qu'il y a. Non, nous, est-ce que vous entendez bien? Dites-moi s'il n'y a pas des coupures. Moi, j'ai pas de coupure, j'ai la Wi-Fi là. Ah. Donc. D'accord, moi aussi, c'est bon. Alors, il y a une distinction en fait sociale. Et par exemple, on sait que pour calmer le peuple, on a utilisé le pain blanc. Et ça va se retrouver notamment avec les baguettes blanches. Oui. Où en fait, on pouvait pas faire du pain au levain. Alors, c'est ça. Alors, moi dimanche, j'ai eu la chance d'être invité par la radio France Bleu à une émission où il y avait donc le chef du lobby du pain, en fait, le président de la confédération de la boulangerie, et qui m'a beaucoup critiqué parce que j'ai osé dire que la baguette blanche avait un indice glycémique proche du glucose pur. Ce qui est une vérité. Même plus si le pain est chaud. Voilà. Donc, c'est une vérité scientifique incontestable. Une alimentation avec un index glycémique élevé ouvre la porte à plein de maladies qu'on ne va pas nommer parce que je suis superstitieux. et je suis désolé, c'est la vérité. Alors, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que la baguette a été érigée un peu comme le sac Vuitton aussi, à symbole faux symbole de l'identité française. Et donc, dès qu'on touche au symbole, dès qu'on touche au totem, on se fait matraquer. Mais le pain qui représente l'identité française, ce n'est pas la baguette, c'est la miche de 3 livres. C'est ce pain-là que nous faisons. Parce que vous voyez les tableaux anciens, c'est ces pains-là qu'on trouve, c'est pas la baguette. Donc, à un moment donné, voilà, il faut regarder l'histoire. Et d'ailleurs, ils voulaient présenter, comme tu as dit, le pain dans le patrimoine de l'UNESCO, enfin, comme tu avais comme je crois que c'est la pizza, où ils voulaient présenter ça par rapport à ça, ce qui est dramatique. Non, mais le pain, très bien. Le pain, ça devrait être... Oui, c'est le pain, mais voilà, pas la baguette. Mais pas la baguette. Parce que alors, la baguette, vous savez l'histoire de la baguette. La baguette est née dans les années 30. Alors, elle est née dans les années 30, pourquoi? Parce qu'en fait, les Parisiens se levaient de plus en plus tôt pour aller travailler à l'usine. Oui. Et donc, ils étaient dérangés par le travail des boulangers, la nuit. Et on a commencé à faire des pains très fins qui pouvaient se cuire en 15 minutes pour remplacer les gros pains qui avaient besoin d'une heure. Le temps ou du levain qui fermente pendant des heures. Alors, ça c'est la fermentation. Non, moi, je parle de la cuisson. De la cuisson, oui, ça c'est la cuisson. Ça faisait trop de bruit par rapport aux Parisiens, etc. Exactement, ça prenait trop de temps à cuire. Et donc, à un moment donné, ça a été une innovation, entre guillemets, de se dire on va avoir un pain qui va cuire très rapidement. Et donc, ça fait depuis les années 30. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose d'identitaire qui existerait depuis la nuit des temps. Pas du tout. Le pain français, c'est un gros pain. De toute façon, on va parler qu'est-ce qu'un bon pain. Parce que les gens, le problème, c'est, tu sais, Adriano, on en est là. Je vais faire un slide sur des qu'est-ce qu'un bon pain. Et les gens ne savent même pas ce que c'est qu'est-ce qu'un bon pain. Ouais. Je vais donner un exemple. Et moi, j'ai du pain aussi ici local de Pélissane. Ce n'est pas des boulangers qui font ça. Tu sens le pain, le levain, c'est pas le... tu commandes 15 pains le samedi soir, le dimanche, tu as 15 pains qui sont déjà prêts. Le gars, comment il fait? Il travaille toute la nuit ou quoi? C'est pas possible. Ça prend du temps, un bon pain. Oui. Et ça, c'est une question intéressante. Et on reviendra sur l'étiquetage, la réglementation et comment choisir un bon pain. Déjà, on a trouvé que le pain blanc est né d'une distinction sociale. C'était pour les riches, parce que c'est la divinité, la mère matrie, c'est extrêmement important. Déjà, pour choisir un bon pain, les 3 critères qu'utilise Adriano, tu me dis si je me trompe, 3 critères. Dans ton pain, 3 critères. Les grandes diversités des blés,
Oui, la mouture Donc de ça blé. voilà, le premier critère, c'est simple, c'est une Un affaire blé ancien, de biodiversité. De c'est ça. biodiversité. Voilà. Et il faut parler de blé ancien, qui est donc un critère incontestable en agronomie. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'un blé ancien? Un blé ancien est un blé de taille haute qui ne porte pas les gènes du Du nanisme. nanisme. Du nanisme. Voilà. Alors, ce truc-là, il faut l'expliquer parce qu'il y a plein de gens qui disent ah ouais, blé ancien, blé moderne, finalement, c'est pas clair. Non, c'est très clair. J'ai demandé en plus au conservatoire d'Ilinra à Montpellier, à Clermont-Ferrand, pardon, qui garde environ 14 000 variétés de blé. D'accord. Eh bien, ils m'ont répondu cette définition que je viens de vous donner. Alors, c'est quoi l'histoire? Pendant un temps immémorable, donc disons au moins 10 000 ans, ok, le blé a fait la taille d'un chrétien. Ok, comme on dit, ou d'un musulman, ou d'un juif. C'est-à-dire que c'était minimum 1,20 m, mais vraiment minimum. La moyenne, c'était plutôt 1,50 m. D'accord. Alors, le problème de ces blés, c'est qu'ils avaient une fâcheuse tendance à tomber, parce que si vous avez une plante de blé qui est haute, il suffit d'un peu de vent, un peu de pluie, vous en avez pas mal qui tombent. Donc les rendements finalement étaient et sont toujours aujourd'hui assez faibles, environ 1 tonne par hectare. Okay. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire est assez incroyable. C'est un jeune agronome italien qui s'appelait Nazareno Strampelli. Alors, Nazareno, c'est un nom qui n'existe plus en Italie. Nazareno, il avait, je crois, 25-30 ans. Vraiment un gars génial. Il parvient à trouver des variétés naines de blé originaires du Japon. Alors Oui. là-bas, ils connaissent beaucoup les plantes bonsaï et tout ça. Alors, il les fait venir en Europe, il les croise avec des variétés européennes pour aller contre les maladies, etc. Mais en prenant garde, parce que c'était un disciple de Mendel, hein, c'était la génétique moderne. C'est Et l'hybridation. regarde, de C'est l'hybridation. de l'hybridation, exactement. Donc, il a créé des hybrides dans lesquels il y avait entre les variétés européennes autochtones et donc cette variété japonaise naine, avec le but de garder donc les gènes du nanisme et donc de générer des plantes de taille basse, dans Et l'intérêt d'augmenter les rendements. exactement, et pour éviter le soulèvement du peuple. Parce que s'il n'y avait Et pas assez de blé et de pain, alors, voilà, voilà. Parce qu'effectivement, donc, en ayant des plantes naines, vous avez moins la tendance de ces mêmes plantes à tomber, c'est-à-dire à verser, le phénomène de la verse. Donc, très vite, il parvient à doubler, ce qui était déjà énorme à l'époque, les rendements. Donc, il passe de 1 tonne à 2 tonnes. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, un monsieur qui s'appelait Mussolini, oui. était le dictateur italien, donc fasciste, il voit cette énorme innovation et il s'en sert politiquement pour lancer ce qu'il appelle à l'époque la bataille du blé, c'est-à-dire rendre l'Italie fasciste, indépendante des autres puissances occidentales. La Deuxième Guerre mondiale passe par là, et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on oublie ce passé, entre guillemets, fasciste des blés modernes, et nazis aussi, parce que les nazis aussi l'avaient expérimenté, surtout dans le Moyen-Orient. Donc Pour l'hybridation. Pour l'hybridation. L'hybridation, voilà, l'hybridation naine. L'hybridation a toujours existé. Mais oui, mais ça prend des années. Ça prend des années l'hybridation entre Ça, variétés. exactement, exactement. Ça prend des Donc, années. ça prend beaucoup de temps. Et le temps, justement, que ça joue, entre-temps, il y avait des variétés modernes qui s'étaient vraiment très bien développées. Et vous avez donc, dans les années 50-60, un jeune agronome américain d'origine allemande qui s'appelait Norman Borlaug. Et Norman Borlaug, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'invention de Nazareno Strampelli, et comme souvent les Américains, ils prennent quelque chose qui a été fait ailleurs, c'est Oui. la même chose que le téléphone, la radio, Internet, etc., et ils le rendent global. Et là, Norman Borlaug, donc c'est ce que tu dis aussi, avec la propagande de dire ah non, mais on va combattre la famine, etc. Ils ont eu même des prix Nobel hein, pour les hybridations. Il a eu le prix Nobel de la Ils ont eu paix. des prix Nobel. Hein, En c'est énorme. Hein. 1970, il a eu le prix Nobel de la paix avec la mandarinade de dire ah non, mais si on supprime la biodiversité, en fait, on va supprimer la famine. Ce qui est complètement faux. Parce qu'en fait, moi, j'ai parlé avec un agronome qui a été envoyé en Syrie, et en Syrie, ils en pleurent toujours d'avoir effacé toute leur biodiversité. Pourquoi? Parce que maintenant, ils sont pieds et poings liés à l'industrie sémencière.
Les rendements, ils ont baissé parce qu'entre-temps, la nature, les insectes, les rongeurs se sont adaptés à ces plantes. Et donc là, ils pleurent de larmes parce qu'ils voudraient récupérer l'orge, ils voudraient récupérer les anciennes variétés de blé, ils voudraient récupérer tout ça. Mais ils ne peuvent plus, ils n'ont plus les moyens. En plus, il y a eu la guerre. Enfin, ça a été une catastrophe environnementale parce qu'il faut rappeler une chose. Les variétés naines ont besoin entre 150 et 450 kilos d'engrais azotés par hectare. Et ils ont besoin de beaucoup d'eau. Et de beaucoup d'eau, parce qu'ils ont des petites racines. Donc, ils n'arrivent pas à aller en profondeur. C'est ça, c'est ça. Oui, il y a un reportage d'Arte sur l'histoire du blé qui est effectivement pas mal, nous dit quelqu'un. Et donc là, en fait, on se retrouve aujourd'hui avec 99%. Parce que moi, les gens me disent, ah, mais tu es allé chercher ton blé en Sicile. Oui, je suis allé chercher mon blé en Sicile parce que j'ai testé 35 variétés de France et de Navarre et celui en Sicile était celui qui donnait le pain le plus digeste. En plus, bon, la Sicile fait quand même partie de l'Union européenne, mais 99% du blé français et du blé italien d'ailleurs est japonais. Il est ni italien ni français. Ça vient du Japon. C'est juste des contresens historiques. Alors après, c'est fascinant de comprendre l'histoire. Mais bref, aujourd'hui, on mange du pain à base d'un blé qui est anti-écologique et qui est surtout indigeste. Et ça, c'est un autre sujet. Et surtout, c'est une problématique, il faut juste revenir sur ça, parce que, comme tu dis, à l'INRA, ils ont plus de 26 000 variétés présentes avec des 4200 ou de 300 de blé anciens. Le problème, c'est que ça a été, pendant près d'un demi-siècle, qu'on a interdit les variétés anciennes. Alors, on ne les a pas complètement interdites. C'est-à-dire qu'on pouvait toujours cultiver des blés anciens, on pouvait simplement pas, on pouvait pas les vendre. C'est ça, les commercialiser. Donc, on peut pas, on peut pas le vendre pour le consommer dans une boulangerie. Sauf que je crois que c'est en 2008 ou 18 C'est 2008 ça. C'est ça. Ils ont alors là, ils ont levé l'interdiction de commercialisation à partir du 1er janvier de cette année. De cette année. De cette année. Ça a été reporté 3 fois parce que le lobby agro-industriel a essayé de le reporter. Ah oui, 2018, 2019, 2021, c'est ça. Ça, c'est 2018. De 1930 à 2018, ils ont interdit la commercialisation des blés anciens. Exactement. Ouais. Mais donc, alors, attention, ça représente encore 99% du parc céréalier français, italien, espagnol, etc. Ces variétés, de toute façon, il suffit d'aller voir dans la bosse. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec les tableaux qu'on peut avoir tous dans l'esprit. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un tableau d'un peintre flamand qui s'appelle Peter van Bruegel, Les Moissonneurs. Alors, vous voyez la taille des blés. C'est incroyable. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, vous allez dans la bosse, c'est ras de pâquerette, c'est 50 cm grand maximum. C'est tout ça pour les rendements et pour nourrir le peuple. Ils avaient peur des soulèvements. C'est ça. On devrait. Ça a été du pain béni pour les gouvernements. Ça a été et d'ailleurs, on peut parler du nombre de chromosomes dans le blé maintenant, qui était à 42, quasi 42 chromosomes. On avait les blés anciens avec moins de chromosomes sur les blés. Voilà. On parlera peut-être du gluten après, etc. Donc on a ce problème de chromosomes et de mutation. Oui. Il faut parler du gluten parce que, alors, déjà, très important, le blé ne contient pas de gluten. Parce qu'il y a les gens qui disent, ah, le blé contient pas. Non, attention, le blé contient les 2 protéines principales qui vont servir au boulanger pour créer le gluten. Alors, gliadine et gluténine. Voilà, gluténine et gliadine. Voilà. Donc ça, c'est 2 protéines qui sont dans le blé, mais en soi, ils n'ont pas de gluten. Et ils constituent néanmoins les 2 ingrédients fondamentaux, les gluténines et les gliadines, donc qui sont les 2 protéines du blé, pour constituer le gluten avec quoi alors? Avec de l'eau et la force mécanique. D'accord? Okay. C'est comme une colle, c'est comme si vous preniez du ciment. Le ciment, en soi, vous avez une poudre, mais ça ne vous crée pas vraiment le lien. Donc vous avez besoin d'eau et vous avez besoin de le faire tourner. Ok? Donc c'est pareil. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? J'utilise toujours une métaphore, même les enfants comprennent. Avant, pendant des centaines, voire des milliers d'années, notre système digestif a été habitué à cette colle que représente le gluten, qui en soi est magique parce qu'elle permet au pain de lever, d'accord? À l'intérieur donc de ce réseau de gluten, les agents fermentaires, en schématisant, ils vont manger du sucre et ils vont éjecter de l'air à l'intérieur de ce réseau, et donc c'est ce qui permet au pain de lever. C'est magique. Mais cette colle, il faut
Toujours faut-il qu'elle puisse se dégrader. Et pendant des siècles, voire des millénaires, ça a été une colle UFU et aujourd'hui c'est devenu la superglue. Oui. Et c'est ça la métaphore que j'utilise. Alors, les gens me disent souvent, ah, votre pain, je le digère bien parce qu'il est pauvre en gluten. Il n'est pas pauvre en gluten. Il contient beaucoup plus de gluten que les pains D'ailleurs, oui, normaux. oui. C'est pas une affaire, le gluten, c'est pas une affaire de quantité, c'est une affaire de qualité. Et il y a C'est-à-dire que plusieurs c'est types de pareil, gluten sur chaque variété. Comme tu dis, il y a différents. On n'a pas le même gluten sur chaque variété. C'est pas il y la a un même chose. profil, exactement. Ce qui compte, c'est le profil protéique, c'est-à-dire, entre guillemets, le portrait robot d'une farine pour comprendre s'il y a plus de gluténine, plus de gliadine. Là aussi, il y a des gluténines et des gliadines qui sont différentes. Vous avez les alpha, les oméga. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais à la fin, donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des analyses in vitro de toutes ces environ 35 variétés, d'accord, de blé ancien, moderne, dur, tendre, de France, de Navarre, de Sicile, de Majorque, etc. Ma femme, à un moment donné, elle en avait marre, j'avais ma cuisine, je n'avais pas encore ouvert la boulangerie, il y avait des farines partout, j'arrêtais pas de recevoir du monde entier. Et je suis tombé sur une dame d'un institut public qui m'a aidé là-dessus, une ingénieure, et on a choisi la Rousselot parce que c'était celle qui donnait pertinemment le pain le plus facile à digérer. Alors, Et on a eu de la chance, parce qu'il y en a des milliers et des milliers, mais on a eu de la chance. elle avait aussi, tu disais, 14 grammes de protéines. Donc, elle palliait aussi un peu aux protéines, parce qu'il faut parler d'agroécologie, comme disait Ouais, Christian Rémézy. Il y avait plus de protéines végétales, donc aussi intéressantes oui, pour diminuer un peu les protéines animales. c'est Et ça. d'ailleurs, voilà, il faut parler du gluten, mais en fait, c'est aussi la qualité du pain qui est de ce gluten qui est présent dans le pain, notamment avec le levain. C'est une autre partie qui est extrêmement importante à Oui, travailler. c'est Et ça. je vais juste différencier le levain et la levure. Je vais en parler de toute façon avec des slides. Mais le levain naturel contient des milliards de bactéries et des millions de levures. Ouais, Donc il y a un système, c'est un prébiotique extrêmement puissant pour la nourriture des bactéries. c'est ça. On devrait, Extraordinaire. ouais, on devrait boire du levain en fait. C'est hyper important. Non mais c'est vrai. En tant que prébiotique, le puissant, le pain est un excellent. Moi je l'ai remarqué, si j'en parlerai. Et il y a aussi le fait que ça simule la salivation, ça, le gluten, Oui, le levain piège le gluten un petit peu. oui. Ça inhibe, donc ça active les phytases, Et, etc. et aussi, tu es en train tu es en train de dresser tous les bienfaits d'un aliment qui aujourd'hui est complètement diabolisé. Oui, Tu vois. Mais il n'est pas diabolisé parce qu'il est diabolisé, il est diabolisé parce que le pain moderne, 99% du pain qu'on mange, est devenu néfaste pour la santé. Alors, on ne va pas, encore une fois, on a parlé de la baguette, on ne va pas continuer de tirer sur la Croix-Rouge. D'accord. Mais moi, j'ai lu une étude, je te l'enverrai si tu veux, qui a été sponsorisée par l'association de la meinerie française. Donc, c'est les grands moulins. OK? un moulin. Ouais. C'est les grands lobbies et ben, les grands lobbies de la farine, les grands lobbies du pain dans ce pays. C'est eux qui ont sponsorisé cette étude. D'accord. Donc, dans cette étude, l'indice glycémique du pain complet conventionnel est 85 sur 100. Ah, mais c'est très élevé. 85 sur 100. C'est-à-dire, je ne sais pas si les gens connaissent un peu C'est l'indice énorme. glycémique, mais le coca, il est à 63. Alors moi, je ne suis pas en train de dire qu'il vaut mieux boire un coca que manger une tranche de pain complet de votre boulanger. Mais pourquoi on en est arrivé là? Alors là, je reviens à ton fil conducteur, les trois éléments. Vous avez, pour identifier un bon pain, une grande biodiversité céréalière, donc c'est des variétés anciennes, et encore pas toutes parce qu'il faut vraiment les voir très précisément. Numéro 2, la mouture intégrale à la meule de pierre, qui est la seule qui permet de garder le germe du blé, au lieu de le retrouver en pharmacie et de le payer 150 fois plus cher. Tu vois, ça c'est hyper important. Et troisièmement, le levain naturel dont tu parlais. Et d'ailleurs, le levain naturel, et on remarque que le levain naturel s'accorde mieux avec un pain, avec un blé ancien, avec une farine aussi qui est ancienne, qu'un pain qui est blanc, par exemple. Tout Une à fait. levure sera plus accordée avec un pain blanc, un pain qui n'a aucune valeur nutritionnelle, et un pain au levain, il est plus fait pour des blés anciens. Pourquoi? Parce que tu parlais d'acidité avec le pH, etc. Bien sûr. Et le levain, le levain a la capacité aussi de baisser un peu l'IG, toute cette C'est ça. transformation-là, alors que en fait, la levure qu'on a aujourd'hui, elle fait gonfler. Déjà, alors il mange du pain, il dit je gonfle à cause du gluten. Non, mais tu gonfles à cause de la levure. Parce que déjà, c'est fait pour les pains hybrides et il n'y a aucun intérêt avec la levure. Et le problème, c'est que le levain prend du temps. C'est un art aussi. C'est un art avec
comment, le mouture de blé à la meule de pierre, Oui, c'est un art. oui, C'est oui. un art d'aller chercher de la farine logicielle en Sicile. Tu peux pas standardiser en fait un travail au levain naturel. Et d'ailleurs, alors, il y a des gens qui nous demandent où trouver la farine, etc. Malheureusement, il y en a très peu, donc on la garde pour faire du bon pain. Voilà. C'est une variété ancienne qui est ancestrale, qui est très compliquée à trouver. Et moi, j'ai mis 3 ans pour la trouver. Donc, pardon, on ne vend pas la farine. Le levain naturel. Alors, le levain naturel, le problème. Alors, déjà, expliquons ce que c'est. Hein, Oui. si tu le veux bien. Comment faire du Donc, levain? Très simple. alors, comment faire du levain? Alors, c'est très simple. Eau, farine, mélanger et oublier pendant 24 heures. Vous avez un levain. Parce qu'il y a des gens qui me disent, ah, c'est compliqué, le levain naturel. Non, non, c'est hyper simple. Simplement, une fois que vous avez mélangé et que vous allez laisser au moins 24 heures, vous allez voir des petites bulles. Et bien, ça, c'est quoi? Là, c'est des bactéries lactiques surtout et un peu de levure au pluriel qui vont manger donc les sucres. Et pourquoi il y a des sucres? Et ben, parce que 80% du blé, c'est des amidons. C'est quoi les amidons? C'est des glucides complexes. C'est quoi les glucides complexes? C'est des glucides que quand vous les mangez, ça ne sent pas le sucré, mais vous inquiétez pas, le système digestif va les transformer en glucose. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si vous faites un levain naturel, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir un pain avec un indice glycémique bas. Pourquoi? Parce que vous avez la fermentation lactique. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui se passe en aval du processus. Mais en amont du processus, et là où la biodiversité est importante, et ben nous, on a travaillé avec l'Université d'Avignon. On est la seule boulangerie en France à avoir testé l'indice glycémique de son pain. Et ces gens-là à Avignon, donc ils ont une unité spécialisée sur l'indice glycémique, ont trouvé que notre pain contenait 5 fois plus d'amidon résistants Oui. que les autres pains moyennes. Les Et là, amidons je résistants. te laisse expliquer ce que c'est les amidons Ben, les résistants. amidons résistants, c'est ce qu'on trouve dans la pomme de terre qui est laissée à température au frigo. Et c'est extrêmement intéressant pour le microbiote notamment, parce que ça Oui. renforce le microbiote et ça enlève, par exemple, un peu de sulfure d'hydrogène, etc. Donc c'est extrêmement intéressant. Le Oui. problème aujourd'hui, c'est que on a, comme disait, en fait, c'est la levure et le pain blanc, comme ça, c'est de l'agent de la modernité, en fait. Oui. Et donc, je pense que c'est hyper important de comprendre qu'on a diabolisé notamment le gluten du pain. Mais déjà, c'est la question que j'étais en train de poser. Est-ce que le pain aujourd'hui hybride, alors c'est pas des OGM, parce que l'autre c'est la modification, c'est vraiment l'hybride, c'est la modification du génome. Mais est-ce que le pain aujourd'hui, la baguette blanche peut être comparée à un produit transformé, puisqu'on ne sait même pas d'où vient le blé, il a été hybridé, je sais. Alors, bien sûr, bien sûr. Alors, tout d'abord, la transformation, ça dépend quelle transformation, parce que le pain, évidemment, c'est pas que du blé cuit. Donc, il y a un élément de transformation, sauf que c'est un élément de transformation qui va respecter le vivant. C'est-à-dire que dans le vivant, bah, vous n'avez pas que les amidons. Dans la farine blanche, mais même dans la farine complète qui est moulue au cylindre métallique, vous n'avez pas, vous perdez le germe, vous perdez la grande partie de Oui, l'enfant. Voilà. Donc, ça, c'est le gros problème. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va garder le germe, au lieu de le retrouver sous forme de complément alimentaire en pharmacie, en le payant 150 fois plus cher, ce qui est complètement absurde. Moi, je dis souvent qu'on n'aurait pas eu la civilisation occidentale sans le germe de blé. C'est-à-dire, c'est un ouais. élément fondamental. Notre pain, d'ailleurs, aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, il est collant. Oui, oui. Il est collant parce que c'est une farine tellement intégrale, donc on va mettre un taux d'hydratation assez élevé, mais il est surtout collant parce qu'il y a tout le germe du blé. Qui contient les vitamines, les minéraux, C'est ça. tout ce qu'il vous fait, les vitamines du groupe B qui sont extrêmement importantes pour l'organisme et pour les Exactement. cofacteurs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme tu dis, en fait, si tu remarques bien, le poulet, on mange le blanc de poulet. Les œufs, on diabolise le jaune d'œuf. En fait, on est en train de réduire l'aliment à une seule de ses parties, Oui, c'est notamment ça. ici qui est le gluten, Oui. qui est diabolisé. Et donc, tu fais intervenir des scientifiques qui expliquent que l'hypersensibilité, parce qu'il y a de gens qui sont de plus en plus hypersensibles. Christian Remzi, quand j'ai parlé avec lui, me disait le gluten n'est pas la faute du gluten. C'est qu'en fait, votre microbiote n'est pas adapté peut-être à le manger ou le pain n'est pas de bonne qualité. C'est la nature. Alors là, je philosophie un peu, pardon, mais c'est la nature qui se rebelle contre l'homme
qui ne veut que l'exploiter et l'instrumentaliser. C'est ça. C'est-à-dire que alors, ce qui est très important, pardon, je reviens au blé, à la différence entre blé moderne et blé ancien. Ce qui est très important à comprendre. Encore une fois, les gens qui me disent ah, mais votre pain est pauvre en gluten, et moi je leur dis non, 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 il n'est pas pauvre en gluten, il y en a plus, mais c'est un gluten qui se dégrade. D'accord? Pourquoi ne se dégrade-t-il pas autant le gluten des blés modernes? Eh bien parce qu'en fait, les blés modernes sont pauvres en protéines. C'est-à-dire qu'ils a priori, sont pauvres en gluten. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va les arroser en azote, parce que la plante du blé, pour fabriquer de la protéine, elle a besoin de l'azote. Ce même azote, on retrouve dans les nappes phréatiques sous forme de nitrate. Parce que l'azote, en anglais, c'est nitrogen, et ben, ça se transforme en nitrate. Et ben, en forçant la protéine avec l'azote, on va générer des protéines, on va dire artificielles, entre guillemets, qui après se retournent contre nous parce qu'ils ne vont pas être digestes. Mais ils ne sont pas digestes, pourquoi? Parce qu'à la base, on est en train de... La matrice a été modifiée. Oui, mais presque d'altérer l'équilibre de la nature. C'est ça le gros synergie, problème. En fait. C'est la synergie entre les protéines qui est extrêmement importante. Voilà, voilà. Et c'est pour ça que tu as une protéine chez toi qui est très élevée au début, mais tu as les résidus de gluten qui sont faibles, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Exactement. C'est ça. Donc, en fait, c'est une situation, entre guillemets, paradoxale à comprendre parce que, encore une fois, on a diabolisé le gluten et donc tous les gens veulent manger sans gluten ou avec peu de gluten. Mais hein, c'est une foutaise. Le problème, ce n'est pas le gluten, le problème, c'est nous. Nous, les hommes, qui avons altéré ce gluten pour le rendre plus productif, plus qui va pouvoir supporter le pétrissage intensif. C'est ça. Parce que des rendements plus de meilleure qualité. Exactement, exactement. Alors, la preuve que ce qu'on est en train de dire est vrai, c'est quoi? C'est que si vous prenez comme thermomètre l'explosion de la maladie cœliaque et de l'intolérance non cœliaque au gluten, qu'on a observé dans les pays en voie de développement, qui ont, et j'ai honte quand je dis ça en tant qu'occidental, qui ont adopté, ou plutôt auxquels on a imposer notre régime alimentaire, et bah, c'est la preuve qu'en fait, tous ces gens-là, vous prenez l'Inde, vous prenez le Moyen-Orient, parce qu'en fait, quand je parle de régime alimentaire occidental, c'est quoi? C'est des pizzas surgelées, c'est des produits de viennoiserie, de brioche, de pain blanc, tout ça, c'est juste une catastrophe. Et ce qui est encore plus scandaleux, c'est qu'en fait, ils ont pris le régime méditerranéen et ils l'ont là aussi complètement altéré. C'est-à-dire des produits sains tels que les pâtes, les fromages, pareil, le pain, la pizza et tout ça. Après, on a créé une version diabolique, il n'y a pas d'autre nom, qui a juste fait des ravages. Et d'ailleurs, c'est ce qui cause les problèmes comme tu l'expliques, avec la transglutaminase, avec ces problèmes de Parkinson, d'Alzheimer qui explosent à cause de ce gluten toxique. Voilà. Alors, il y a un bouquin qui s'appelle Grain Brain, qui est paru aux États-Unis, où il a vendu des millions d'exemplaires. Grain Brain, donc le cerveau du blé, du grain, le cerveau du grain. Alors, nous, on est la seule boulangerie en France, Pane Vivo, avec le statut de jeune entreprise innovante. Donc, statut de jeune entreprise innovante, il est décerné par le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Très compliqué à avoir parce que si vous avez ce statut, vous ne payez pas d'impôt sur les sociétés la première année, la deuxième année, vous en payez 50% et vous avez des petites défiscalisations. Ce n'est pas énorme, mais c'est un moyen de l'État français pour encourager la recherche et le développement. Très compliqué à avoir. J'ai un copain qui embauche 35 ingénieurs informatiques, qui a essayé 5 fois, il n'est pas arrivé à l'avoir. Alors, pourquoi? Parce que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un problème, l'alimentation à base de pain, et on s'est dit, mais comment, mais bon sang, comment c'est possible que ce pain, alors qu'il a été pendant des siècles la base de notre alimentation, il soit devenu à ce point de la malbouffe, et on a essayé de pouvoir le résoudre, ce problème, à la fois comme des artisans, certes, mais aussi comme des chercheurs. Comme des scientifiques. Comme des scientifiques. Et donc, partie d'analyse pour en faire le pain.
Exactement. Donc, moi, je n'ai pas dit, parce que des fois, les gens me disent, ah, vous êtes sicilien, la Sicile, où est-ce que je dois aller en vacances? Non, moi, je ne suis pas sicilien, je suis napolitain. Naples et la Sicile, c'est deux réalités très différentes, d'accord? Et je n'ai pas choisi ce blé-là parce que j'étais italien. Je pourrais jouer avec le registre Italie, mandoline, Vésuve, sans aucun problème. Peut-être on vendrait encore plus de pain. Non, Il y a pas de blé dans le Vatican? non, non, à Naples, on a beaucoup de variétés de blé. On a le Solina, on a le Saragolla, on n'a pas le Russello. Moi, j'ai choisi ça parce qu'on a fait des analyses. Et alors, j'ai embauché, mais tout seul, je ne pouvais rien faire parce que je suis de formation journaliste, reconverti en boulangerie. J'ai embauché quelqu'un qui est notre responsable à la recherche et à la nutrition, qui pense est en train de nous écouter ce soir, qui est une femme géniale qui s'appelle Serena. Alors, Serena, elle a un PhD, donc elle est docteur en sciences, et elle a travaillé sur le problème des protéines qui sont mal digérées, c'est-à-dire les protéines qui vont muter, ce qu'on appelle les prions. Oui, C'est quoi les maladies à prions? C'est beaucoup de maladies neurodégénératives. c'est ça. Voilà, donc ça, c'est un sujet qui est assez sensible, mais voilà, elle est là, Serena, super. Donc, c'est un sujet qui est assez sensible, mais je vais essayer de l'expliquer en deux mots parce que c'est fondamental. Donc, vous lisez ce bouquin, Grain Brain, Green Brain. les Américains, encore une fois, ils sont très forts. Ils vous mettent la carte, la progression de l'intolérance au gluten et la progression Le- d'Alzheimer. Et vous voyez que c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que ça, vous avez un pic dans les années 70, d'accord, qui commence déjà vers les années 60, et après, ça va en montant. OK. Alors, je ne vous dis pas qu'il y a une corrélation mathématique. Je vous dis juste que pour que le corps humain fabrique des prions, vous avez besoin de macromolécules de protéines non digérées. Maintenant, quelle est la source principale de protéines non digérées, c'est-à-dire non métabolisées, des macromolécules de protéines dans le régime occidental? Le pain, la pizza, les pâtes. C'est Mhm. ça. Alors, donc, attention, je ne suis pas en train de dire que si vous mangez du pain, des pizzas, des pâtes conventionnelles, vous allez développer l'Alzheimer. Non, je parle à rebours. Pour développer, on va dire, pour avoir des chances plus élevées de développer ce type de maladie, vous avez un ingrédient diabolique fondamental qui est le gluten non digéré ou indigestible, indigeste. Voilà. Et du coup, il passe dans le sang et ça crée des réactions d'anticorps, le système immunitaire. On a, L'inflammation cérébrale. et on le voit, on a des patients, on a plus de 4000 patients qu'on a eu là avec des analyses. On voit le taux d'anticorps qui explose chez les gens. Un patient sur deux a des problèmes d'intestin, si ce n'est tout le monde en fait, de microbiote, etc. Quand Oui, tu leur dis, par exemple, il faut manger des prébiotiques, donc le levain, c'est un prébiotique, le pain au levain, c'est un prébiotique. oui, oui. Christian Rémézy dit qu'il faut manger à peu près 300 grammes de pain chaque jour. À Voilà. peu près, c'est ce qu'il dit. En Je termes ne de, savais pas, mais moi, c'est ce que je mange. c'est ce qu'il dit, Christian Rémézy. Il dit qu'il faut manger 300 grammes de pain. C'est des Ouais, prébiotiques. J'avais même dit, mais il faudrait tu sais, donner aux patients, au lieu de donner des cachetons, il faudrait du levain à boire. ouais. Mais Bon. tu sais aussi, on a mangé jusqu'à la fin du 19e siècle 1 kilo de pain en France par personne, par Oui, jour. Par jour. C'est pour ça que dans la langue, alors la langue est toujours le miroir de notre histoire. Et c'est comme les fossiles, vous voyez. Alors aujourd'hui, combien de personnes sont au courant, par exemple, que quand on dit, par exemple, copain ou le mot compagnie, en oui, fait, on est en train de dire un copain, c'est quelqu'un avec qui on partage le pain. oui. C'est pour ça que quand tu me disais je le vole le pain ou je le donne, c'est la base de notre C'est ça, c'est culture, le de notre... partage. C'est le partage. Et, Être en bonne compagnie, c'est quand on partage le pain. C'est ça la compagnie. Et donc c'est fondamental, et fondamental. d'ailleurs, on en parle de la gastronomie, Oui, digestion, loi. bien sûr. Alors Et ça ça, effectivement. Alors je sais pas si je l'ai dans ma bibliothèque, mais ça c'est le plus beau livre, je pense, qu'on puisse avoir. En plus, voilà, je l'ai. Alors c'est une petite édition que j'ai trouvée sur les bouquinistes de la Seine. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire, mais c'est la physiologie du goût. ouais, c'est la gastronomie. Voilà, de Bria Savarin, qui a inventé le mot gastronomie. Alors, la gastronomie, c'est pas les chefs qui vous postent des photos à la noix sur Instagram à longueur Ouais, de journée, le food porn. Non,
La gastronomie, c'est les lois de la digestion. C'est ça. Gastronomos. Et C'est les lois de la digestion, si on les respecte, on se fait du bien à la santé, on se fait du bien au goût aussi. Parce qu'on n'est pas en train de parler, moi, mon pain, j'ai des restaurants étoilés qui me le prennent. Je suis des brasseries qui me le prennent. Pourquoi? Parce qu'il est bon pour le palais. Et pourquoi il est bon pour le palais? Parce qu'on respecte le vivant. C'est comme les vins. Vous avez des cépages autochtones, vous allez chercher, ils ont un vrai goût. Corollaire de tout ça, on va mettre 30% moins de sel que dans les autres Et pains. oui, parce que mais le sel, il y a eu un impôt sur le sel. Ils devaient payer un impôt sur le sel, mais comme le pain blanc n'était sans goût, il n'y avait pas de goût, on rajoutait du sel. Et donc, tu as du pain extrêmement salé aujourd'hui. Tu as du 2 grammes, 3 grammes de sel dans du pain, mais tu dis, c'est pas possible. C'est du... Mais parce qu'il n'a aucun goût, le pain. Il a aucun goût. Il a aucun goût. Et, Donc, et, nous, on a fait les analyses. D'ailleurs, vous allez sur notre site panevigo.com, il y a toutes les analyses. Donc, c'est un pain qui a 1 gramme de sel sur 100 grammes de produit, qui a environ 250 mg de magnésium sur 100 grammes de produit. Donc, ça veut dire qu'avec 2 tranches de pain, le matin, vous c'est couvrez fini. 2 Pas besoin de tiers, magnésium. Oui. 2 tiers de l'apport journalier recommandé en magnésium. Donc, moi, j'ai une cliente l'autre jour qui m'a dit, depuis que je mange votre pain tous les jours systématiquement, j'ai pratiquement plus mal à la tête. Et ce n'est pas un hasard. Et on n'est pas des magiciens. Non, on fait juste les choses comme il faut les faire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans ce pays, mais en Italie, c'est pareil, les boulangers, on les apprend pas du tout à faire ça. Un boulanger qui sort d'une école de boulangerie, il n'a jamais mis les pieds dans un champ de blé. Il ne Mais sait même pas en fait, comment il est fait, le blé. Il y a une c'est déconnexion avec le vivant qui est catastrophique. Mais est-ce que c'est des boulangers ou est-ce que c'est simplement des sortes de magiciens, Alors, des écoutez, laborantins? C'est pas devenu des laborantins? le boulanger, aujourd'hui, il faut le respecter. Le boulanger, c'est un gars qui se lève tôt le matin, qui bosse comme un malade. Le problème, c'est pas le boulanger. Le problème, c'est ce système qu'on a fabriqué, dans lequel vous avez des gens qui vont sacrifier une vie en Oui. pensant de faire du bien aux autres. En fait, ils leur servent, mais pas c'est du poison. C'est du poison, ce qu'ils leur servent. Sans même pas parler de viennoiserie. Demain, on va lancer notre première soi-disant viennoiserie, mais on mettra pas de beurre. Je vous vends la mèche. Euh, je vous vends la mèche ou la brioche, selon. Mais là aussi, vous devez, pour faire les choses bien, vous n'avez pas besoin de mettre plein de beurre, plein de sucre. Le beurre à très haute température, c'est pire que tout. Et Il faut arrêter, voilà. d'ailleurs, il y a pas de connaissance aussi des boulangers sur le pain, sur les variétés de pain. Donc, tu dis les variétés de pain, les variétés anciennes, elles ont plus de variétés. Enfin, les blés anciens ont plus de variétés que les blés modernes. Ils ont moins de variétés. Et ça, c'est un problème. Donc, l'utilisation de la levure, du levain, comme tu dis, que quand plus ça chauffe, plus nutritionnellement on perd aussi des vitamines et des minéraux, etc. Donc, c'est obligé de respecter. L'étiquetage, quand tu parles d'étiquetage, qu'est-ce qu'il faudrait mettre sur l'étiquetage aujourd'hui d'un boulanger sur un pain? La variété. Moi, je demande à un boulanger d'où vient la variété. Il me dit, je sais pas, moi, c'est du T150, ça. C'est Et les ça. gens Ça, confondent c'est fou. T150 et variété. Exactement. C'est comme si tu allais chez un caviste et le caviste était incapable de te donner le cépage. Oui. C'est juste ça. C'est juste fou. Mais ils savent même pas. C'est ça le pire, en fait. Ils savent même pas la variété du Non, non, blé. non, non, ils ne savent pas. Ils savent pas. Mais encore une fois, j'ai envie de dire, ce n'est pas de leur faute. C'est-à-dire que c'est un système, là, si on remonte la filière, le boulanger, lui, il va recevoir un aval, il est en aval de la chaîne. C'est ça qui est important à comprendre. Il est en aval de la chaîne. Lui, ce qu'il fait, c'est en gros ce que lui dit le meunier. Le meunier, il fait ce que lui dit le sémencier. Le sémencier fait ce que lui dit le génétiste, qui répond lui-même à une politique gouvernementale. Attention, pour qu'une farine, maintenant ça a changé depuis le 1er janvier, mais pendant très longtemps, pour qu'une sémence et une farine, les deux, soient autorisées sur le marché français, Oui. il fallait passer en fait un test de panification pour que ça marche bien pour la baguette blanche. C'est-à-dire que nous, notre farine, en fait, c'est pas qu'elle aurait été illégale, mais presque. Après, on a contourné la législation parce qu'on allait l'acheter en Italie, donc on a dit, vaffanculo. Voilà. Mais tout ça pour dire que voilà, si on veut faire des choses bien, on peut le faire, mais c'est très compliqué. Alors, je vois qu'il y a des questions. Pardon, Ouais. vas-y. Vas-y, non, mais je veux dire en tout cas, merci pour
cette interview intéressante et enrichissante. Les gens disent on doit avoir des interviews à la télé plus. Mais le problème, c'est que ces interviews à la télé poseraient un problème, notamment avec il faut rendre somnambule le peuple. C'est aussi important parce que tu dis que le système ne veut pas aider contre cet éveil-là, notamment de ces blés anciens, de ces blés modernes qui sont hybridés, etc. Donc c'est problématique. Et là, tu en as parlé sur France Bleu, quand tu es sur France Bleu, et tu as eu des personnes qui ont dit la glycémie, mais c'est le cas scientifiquement, c'est la science en fait. On ne triche pas avec la science normalement, à moins qu'on fait de la science politisée, ça c'est autre chose. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, Non, mais voilà, moi, je pense qu'à partir du moment où on va se reconnecter avec le vivant et on est prêt quand même à mettre le prix, parce que ça, c'est important, bah, on peut faire des choses incroyables. après, oui, allez-y. Non, non, mais moi je parle donc de mettre le prix pour le consommateur et la consommatrice, parce que c'est vrai que c'est un pain qui n'est pas donné au niveau du prix. Mais après, si vous comparez, donc nous par exemple, notre pain il est à 14,50 € le kilo, vous comparez ça avec un pain au petit épeautre, qui est une autre céréale ancienne, mais qui n'a rien à voir d'un point de vue nutritionnel, et qui souvent, ces pains-là, ils sont faits dans des moules, parce qu'en fait ils ne peuvent pas lever, ils sont faits à la levure. Et donc, vous perdez l'indice glycémique bas, vous perdez la bio, on n'en a pas parlé, mais un pain au levain, et ben, il vous donne la biodisponibilité des oligo-éléments. Oui. Plus c'est capturé à cause des phytases, voilà. etc. Voilà. C'est ça. Et donc, un pain au petit épeautre, ça vaut au moins 10-12 € minimum. Oui. Après, vous en trouvez même plus cher que le nôtre. Mais nous, attention, on ne fait pas plus de marge que les boulangeries normales. Simplement, contrairement aux boulangeries normales, on ne vend pas de viennoiseries qui, en France, sont à 85% surgelées, celles que vous trouvez chez votre boulanger. Attention. Cher, et très cher. Hein. Voilà, très cher. Super cher. On ne vend pas de pâtisseries qui sont à 95% surgelées dans les boulangeries, parce que les gars, ils n'ont pas le temps. À votre avis, vous entrez dans une boulangerie, le gars, il a fait l'éclair au chocolat, la tarte à la pomme, la tarte aux fraises, les croissants. C'est pas possible. Vous en avez certains qui le font, oui. Voilà, bravo ceux qui le font, mais c'est très, 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 très peu. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait que du pain. On fait que du pain qui est le fruit de 3 ans de recherche. Cette recherche, elle continue. On a une vraie activité, donc à la fois sur le côté nutrition, sur le côté digestion, qui est menée. On le vend donc dans nos boutiques à Paris. Et l'histoire est assez drôle, en fait, avec le confinement. Il y a plein de clients qu'on avait qui sont partis à la campagne, qui sont partis à Nantes, à Bordeaux, etc. Et qui m'ont menacé. Ils m'ont dit, Adriano, si tu ne nous expédies pas le pain toutes les semaines, on te tue. Parce que c'était devenu, pane vivo, ouais. les gens me disent, moi je suis converti. C'est-à-dire que le microbiote, l'estomac, votre tête s'adapte à ce pain. Et si par malheur ça vous arrive, moi aussi ça m'arrive des fois de devoir manger une baguette, je suis en déjeuner, je vais rompre le pain avec quelqu'un, bah, ça me fait mal au ventre. Je ne suis pas intolérant au gluten, mais ça me fait mal au ventre. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on l'expédie donc soit de façon ponctuelle, soit par abonnement sur notre site. Et c'est assez facile, on fait ça dans toute la France. Et même en Europe, j'ai vu une question d'une personne qui demandait en Belgique. En Belgique. On l'envoie aussi en Belgique, en Suisse. D'ailleurs, ça n'a pas été précisé, mais son levain a 132 ans, c'est bien ça. Voilà, alors, j'ai refait les calculs, il a 135. 135 ans. Voilà. Donc le levain a 135 ans, juste pour info. Juste comme ça. C'est ça. Et alors, pourquoi? Alors, on n'en a pas parlé, mais la différence entre les levure et le levain, en fait, est fondamentale. Parce qu'on a expliqué le levain. Maintenant, ce qui est très drôle à comprendre, c'est que dans un levain, vous avez 200 à peu près typologies différentes de micro-organismes. D'accord? Oui. Parmi ces micro-organismes, on l'a dit, il y a aussi bien des bactéries lactiques qui sont à beaucoup plus grand nombre et quelques levures. Parmi donc ces levures-là, il y en a une qui est beaucoup plus productive que les autres, qui s'appelle Saccharomyces cerevisiae. D'accord? Ce Saccharomyces cerevisiae, qui en fait en grec, saccaro c'est le sucre, myces c'est les champignons, donc en fait c'est une levure un sucre champignon. Cerevisiae c'est la cervoise, donc qu'on retrouve en fait dans l'écume de la bière. D'accord? C'est très intéressant. Et ben, c'est ce micro-organisme-là que l'homme, alors qu'il y en avait 200 autres, il a prélevé
dans le levain naturel et il est arrivé à le multiplier en laboratoire, donc de façon microbienne, on appelle ça, et à le mettre dans des petits cubes, des petits paquets, et c'est ce qu'on appelle la levure de boulanger. D'accord? La levure de boulanger, bien évidemment, pourquoi elle, cette Saccharomyces, on l'a isolée, et les autres, on a dit, tous les autres micro-organismes, partez à la retraite, on n'a plus besoin de vous, parce que donc c'était la plus productive, et donc ça permet au pain de lever en 1 heure. Ça Voilà. évite Sauf parce que que le levain, il doit rester longtemps. Tu dis, même ça change même selon les températures, en été ou en oui, hiver. En hiver, un peu plus de temps, c'est ça? Et en été, oui, moins de temps. oui, c'est ça, c'est ça. En fait, il faut s'adapter. Le levain, vous ne pouvez pas avoir la même recette selon la température, la pression atmosphérique, etc. Donc, nous, on a fait beaucoup d'essais. À chaque fois, on s'adapte. On mesure le pH. Voilà, nous, on a un pH mètre en boulangerie. C'est la base, hein, mais il n'y en a pas beaucoup de boulangeries qui Attends, l'ont. il y en a une qui te dit, je suis très impressionné du niveau de connaissance scientifique de monsieur le boulanger. Je suis prof de biologie. Oui, Mais voilà, mais Adriano, ce il n'est devient pas grâce à biologiste, moi. c'est pour ça. C'est pas grâce à moi, c'est grâce aux merveilleuses rencontres que j'ai pu faire. C'est grâce à mon équipe, à Serena, qui est responsable de la recherche et de la nutrition. Et après, c'est cette curiosité qu'on a eue de pouvoir vraiment, vraiment aller en profondeur, comprendre l'histoire d'abord et avant tout. Tu l'as vu dans le livre, il Oui. y a un bon tiers du livre qui est sur l'histoire. Mais comme disaient les anciens, historia magistra vitae. L'histoire est une maîtresse de la vie. Elle nous apprend la vie. Donc, il faut comprendre le passé pour pouvoir tracer le futur. Et moi, ce que je veux souligner là, peut-être en guise de conclusion, c'est que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de faire le pain des Grecs anciens. Même si il y ressemble beaucoup. Ce n'est pas le pain du passé que je veux faire, c'est le pain du futur. Pourquoi? Parce que je pense que justement en se servant de semences ancestrales, de la technique de lamelle de pierre, qui nous définit en tant qu'homme du néolithique, néos lithos, nouvelle pierre, on est défini par ça. C'est en utilisant une technique ancestrale comme la fermentation que en utilisant la science moderne, on comprend que ces techniques-là, ces semences-là, peuvent nous donner quelque chose d'incroyable pour notre santé. Notre pain, il contient presque autant de fer que la viande rouge, le double des fibres qu'un pain complet normal. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui me disent, mais depuis que je mange votre pain, l'autre jour, il y a une vieille qui m'a pris le bras, qui m'a dit, monsieur, depuis que je mange votre pain, ça va. C'est-à-dire ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle pouvait aller aux toilettes sans aucun problème. Parce que ça aide au transit intestinal, parce qu'il regorge de fibres. Et bien, on n'a rien inventé. Ce Et, qu'on a fait, c'est qu'on a suivi un protocole scientifique et on est allé voir ce que faisaient les anciens pour construire le pain du futur. Aller derrière pour aller rebondir mieux. et les anciens avaient plus de moulins que les hypermarchés d'aujourd'hui. Ça, c'est fou. Un toutes les 300 personnes. Impressionnant. Oui, oui. Bon, Il y avait un moulin pour 300 personnes en France jusqu'à 1880 à peu près. ça a disparu aujourd'hui. En tout cas, merci Adriano pour cette belle présentation. C'était très intéressant. On, Merci à toi aussi pour tes questions précises et qui m'ont permis de toucher plusieurs points. ben, Euh, j'ai été clairement, ça n'a jamais goûté un pain comme ça. Donc, si, ça fait longtemps que chercher un pain comme ça. Et nous, pour les patients aussi, on aimerait bien donner, tu sais, un bon pain au levain qui est un excellent prébiotique, une histoire en fait. Quand on mange une histoire. On mange, comme tu dis, le côté divin. Ça va au-delà de toute chose, tu vois. Et en tout c'est cas, ça, merci pour ce que tu fais. On voit que la partie scientifique, on est aujourd'hui dans la science, dans le présent futur. Mais on voit que la science, elle nous aide à comprendre des choses passées que les anciens faisaient et qui leur permettaient d'être en bonne santé, en fait. Simplement, c'est ça. voilà. Donc, c'est ça que Mais en Adriano. fait, il faut vraiment remonter toute la filière, toute la chaîne. Et donc, c'est vraiment du champ, comme on dit, du champ jusqu'à l'assiette. C'est-à-dire que ça va même plus loin, plus profond sur le sol, la santé du Oui. sol. Par exemple, les variétés anciennes, ils n'ont pas besoin d'azote. Comment ils vont fixer l'azote qui est dans l'air naturellement? Ils le font avec le principe de la rotation. Oui. Donc, l'homme a compris dans les temps que s'il allait... Mais ça, déjà les Romains, hein. Les Romains, d'ailleurs, à un moment donné, il y a beaucoup d'historiens qui nous expliquent que une des causes de la fin de l'Empire romain
a été l'appauvrissement des sols. Oui. Et donc, parce qu'à un moment donné, ils avaient arrêté de faire la rotation. C'était devenu beaucoup de monoculture avec des familles patriciennes qui faisaient n'importe quoi, etc. Aujourd'hui, on en arrive là. Et attention, parce que si l'Empire romain, qui a été la force politique la plus importante de l'histoire, a fait cette fin-là, ça peut nous arriver la même chose. Et si on fait n'importe quoi avec le vivant, on en paye les conséquences. C'est pour cette raison que le pain, c'est un pilier de l'agroécologie. Christian Rémisy a fait aussi un livre sur ça, sur le livre, sur le pain. C'est un pilier de l'agroécologie. On ne doit pas être exclusivement nourri que d'animaux ou que végétarien. C'est éco-végétarien, agro-végétarien et être en connaissance avec l'environnement, c'est extrêmement important. Notamment, tu parlais de la fertilisation des terres, tu disais à 50 kilos par hectare, je crois, et certains bombardaient à 300 kilos par hectare, ce qui était énorme. Et je pense que c'est extrêmement important de prendre en conscience qu'on ne doit pas diaboliser une partie parce que l'histoire du pain ou l'histoire de notre produit, notre aliment, ça a construit une histoire tout au long de la... On le voit avoir du blé, le pactole, ce sont des choses qui sont restées en nous, en train de la tradition. Et vous pouvez découvrir donc le pain. Alors, il y a le livre de Adriano qui est très, très fluo. Comme ça, vous ne le loupez pas. Si vous le perdez à la maison, vous pouvez le retrouver. Merci, merci. Et alors, je l'ai un peu abîmé. J'ai vu, bravo. Euh, Alors, il est disponible en librairie, hein, parce que c'est la maison d'édition Le Rouergue. C'est un livre qui n'est pas du tout, les gens me disent, ah, les recettes, non, non, c'est pas du tout un livre promotionnel. Le mot Pane Vivo, il y est peut-être 3 fois. C'est vraiment un livre d'Adriano, journaliste. Et après, Adriano Boulanger vous a donné le fruit de ce livre, le fruit de ce qu'il a pu comprendre pendant 3 ans, qui est Pane Vivo. Et donc voilà, si vous voulez venir nous faire un coucou dans nos 5 points de vente à Paris, bah, on vous attend les bras ouverts. Et sinon, voilà, on vous l'expédiera par Mons et par Vaud. Le plus important, c'est qu'on puisse redonner au pain la place qui est la sienne au centre de notre alimentation. je ne mangerai pas de ce pain-là. Il ne parle pas de son pain, il parle de pain hybride. C'est Merci ça. Adriano. C'est ça. Alors moi, je vous laisse, je vais me trancher. Il se conserve très bien, hein. Très très bien. C'est dû à la densité. C'est ça. Mais alors regardez, alors c'est dense, mais c'est pas qu'il n'a pas d'alvéoles, c'est qu'il en a beaucoup plus qu'un pain normal, sauf qu'elles sont toutes petites. Oui. Voilà. Et pourquoi elles sont petites? Parce que c'est un gluten qui gonfle pas beaucoup, et parce que c'est une farine qui est mégalodée en minéraux. Fer, zinc, potassium, magnésium, tout ça, vous en avez à fond. Et donc, tout ça, ça pèse un peu et ça permet donc au pain, voilà, effectivement, il est un peu plus dense, mais ça passe comme une lettre à la poste. Ça se conserve. Et il se conserve bien. Celui-là, il est avec le romarin du Cap Corse et l'olive nocellara de Sicile. Excellente. Bon, merci Adriano. Aussi, merci à toi, vraiment. Ça a été un énorme plaisir. Et si tu es de passage par Paris un jour, s'il te plaît, je passerai et je te parlerai pour les patients. Ouais. Avec plaisir. Salut Adriano. Merci beaucoup. Salut. Ciao tout le monde. Ciao.